arc-en-ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et comme c'était annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame Gisèle Mandela. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et surtout merci aussi à notre ami Latif Etparla. Il faut bien avant tout préciser à notre auditoire que Madame Gisèle Mandela est ex-secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées au sein du gouvernement Verto Fast. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, Verhofstadt, exactement, fédéral belge. Oui. Exactement, et ex-adjointe au ministre des Affaires sociales et de la santé publique sous la bannière de FDF, le Front démocratique francophone, composante du MR, ex-députée aussi bruxelloise, adjointe au maire à la ville de Etterbeek, commune de la région de Bruxelles. C'est ça, oui. Eh bien, écoutez, madame, bienvenue dans cette émission et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous parce que actualité oblige. Comme vous le savez, il y a un événement qui a fait la une ici en France, la nomination de la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, et qui a provoqué chez certaines personnes vraiment de la mauvaise langue. Et je préfère, avant de commencer avec vous, de vous faire écouter, si vous le permettez, ce reportage qui est de taille, un reportage de France Info, qui a tout un sens et qui va être certainement la base de notre échange de ce jour, si vous le permettez. Je vous montre qu'un seul tweet parce qu'à lui seul, il résume tout. Mais imaginez qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Olivier Marteau, on va couper toute polémique raciste. Autant vous dire que ce qui va arriver l'est. La tenue négligée et la coupe de cheveux de Sibeth Ndiaye est une véritable provocation et un manque de respect total. On peut très bien être femme, ministre et noire et respecter la fonction et les gens. Exemple, Ramayad et monsieur Olivier Marteau nous montrer ce que c'est qu'une bonne ministre noire et ce que c'est qu'une mauvaise ministre noire. Soyons clairs, ce tweet, il est sexiste. Elle est habillée comment? C'est une robe à fleurs. Ça nous rappelle quoi? Eh bien, quelque chose qui avait déjà beaucoup marqué l'actualité. C'était Cécile Duflot à l'été 2012, sifflée par ses confrères députés parce qu'elle avait elle aussi osé porter une robe à fleurs. Et puis surtout, ce tweet, eh bien, il est clairement raciste. C'est pas parce qu'on a une coupe afro que c'est une provocation, que c'est un manque de respect total. Ce sont tout simplement les cheveux naturels, eh bien, de la porte-parole du gouvernement. Là aussi, ça rappelle une autre affaire, même été 2012. C'était à l'époque Audrey Pulvar qui avait essuyé un jet énorme de remarques et de critiques parce qu'elle était apparue, les cheveux, elle aussi, naturels. Elle venait alors de prendre la direction éditoriale des Inrecuptibles. Elle a, face au tollé qu'a provoqué eh bien, l'image de Sibeth Ndiaye hier, apporté son soutien à la porte-parole. Elle a voulu aussi s'exprimer. Je vous propose eh bien, de l'écouter. Elle est à sa place, mais beaucoup de gens considèrent que elle en fait trop, qu'elle outrepasse une espèce de périmètre qu'on lui aurait apporté et accordé. Et ce sont ces personnes-là qui sont dérangées par la personne de Sibeth Ndiaye. Alors pourquoi tant d'invectives? Qu'est-ce que cela dit d'une partie de notre société? Eh bien, j'ai posé la question à un sociologue. Il s'agit d'Éric Fassin. Je vous propose eh bien de l'écouter. C'est parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes noires qui ont la parole et qui ne s'excusent pas d'être des femmes et qui ne s'excusent pas d'être noires. C'est pour cette raison-là, me semble-t-il, qu'il y a des gens qui essaient de les ramener à leur nature, en quelque sorte. C'est une manière de refuser de lui reconnaître, en tant que femme noire, un rôle de femme politique. Je terminerai en disant quelque chose qui est très très important. Ici, ce sont des injures racistes. Être raciste, l'écrire, le publier, ce n'est pas qu'une injure, c'est également un délit. C'est un délit qui est puni par la loi. Justement, Madame Gisèle Mandela, on parle d'un délit, on parle de quelque chose qui est puni par la loi. Que représente pour vous ce reportage déjà sur France Info qui a tout un sens, mais surtout une femme qui a subi ça fait un certain temps dans les débuts des années 2000. Oui, mais tout à fait. D'abord, je voudrais apporter aussi tout mon soutien à Sibeth Ndiaye
Je pense qu'aujourd'hui, en effet, comme le reportage le dit, et comme aussi beaucoup de gens, on ne peut plus... le monde actuel, en tout cas nos amis ou nos confrères blancs, excusez-moi du terme, n'acceptent pas tout simplement qu'une femme noire qui revendique ou qui affirme son identité d'africaine puisse faire de la politique ou puisse occuper des fonctions élevées. Ça dépasse leur entendement parce que quelque part ils veulent nous cantonner à des postes subalternes, qui pour moi est un héritage du colonialisme et même de l'esclavagisme, parce que dans leur imaginaire collectif, c'est le noir ou l'africaine doit être esclave, doit être au bas de l'échelle, et donc ça, ce sont des gens qui ne supportent pas. Donc par rapport à ça, je voudrais d'abord vraiment marquer mon admiration à Lisbeth Ndiaye, et en tout cas mon soutien par rapport à elle, et l'encourager à aller de l'avant et à maintenir et à garder son identité. Tant qu'elle est fière de son identité et qu'elle se sent bien dans sa peau, oui, elle a toute sa place. Est-ce que aujourd'hui, parce qu'on porte une robe à fleurs, on n'est pas pour autant intelligent ou capable? Non, à mon sens, ce qui est important aujourd'hui, c'est le relever, c'est la capacité, la compétence. Je pense que si le président Macron a nommé Madame Ndiaye à ce poste, c'est parce que elle a toutes les compétences et c'est parmi les fidèles de la première heure de Monsieur Macron. Pourquoi est-ce que cette place devrait être réservée qu'aux seuls Français et non pas à des personnes issues de l'immigration, alors qu'ils étaient là dès le départ, dès le début, dans la marche de Monsieur Macron à l'Élysée. Donc voilà, et c'est dommage de voir que nous sommes au XXIe siècle dans une société qui s'est dit ouverte, et de constater que malheureusement nous avons encore, vous excuserez mes termes parce que je suis un peu en colère, il y a encore certains imbéciles qui n'arrivent pas à comprendre que le monde évolue et que c'est par la compétence que les femmes accèdent à leur poste de responsabilité. Cette tollée, madame, il est mal tombé parce qu'on est au port des élections européennes et comme vous le savez pertinemment, il y a une montée assez importante quand même du populisme. Est-ce que ce n'est pas une manière d'alimenter encore cette montée du populisme contre toute intégrité européenne et surtout de laisser la place à la diversité, de s'exprimer et de défendre les couleurs de leur pays, de leur choix, et notamment les pays d'adoption? Mais tout à fait. C'est vraiment, on assiste aujourd'hui à monter du populisme et à un racisme décomplexé. Aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui sont logiquement des garants d'une démocratie, les garants d'une société plurielle, qui doivent apporter, de la sécurité à la population, qui doivent veiller au bien-être de leur population, toute population confondue. Mais ce sont en fait ces hommes politiques qui alimentent aujourd'hui ces montées de racisme et qui se nourrissent de ça juste pour plaire aux électeurs. Alors que la France est plurielle, alors que la Belgique est plurielle, alors que l'Europe est plurielle, mais malheureusement, nous assistons encore à des extrémistes qui veulent garder la forteresse Europe. Mais moi, je leur dis à tous ces gens-là, ils se trompent, parce que la forteresse Europe blanc n'existe plus. Aujourd'hui, il y a une diversité. Le monde est devenu un village. Vous allez aux États-Unis, vous trouvez des Français, vous trouvez des Africains, vous trouvez des Européens qui aujourd'hui font partie de la société américaine. Vous venez en Europe, vous trouvez des gens qui viennent de partout, qui font partie de la société européenne, qui ont des valeurs, qui partagent les valeurs communes européennes et qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que aujourd'hui, ceux-là même qui font de la politique, ceux-là même qui devraient être le garant de cette société plurielle, sont là en train d'alimenter les populismes, les extrémismes. Les dangers aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un discours, ils tiennent un discours qui est totalement décomplexé, et face à cela, quelque part, l'État ne fait rien. L'État qui est le garant, comme je le dis et je le répète, du bien-être, de la sécurité des citoyens, l'État devait se saisir de tout cela et condamner fermement, s'il faut même aller en justice au pénal, incarcérer toutes ces personnes, puisque vous le dites, c'est inscrit dans la loi française. C'est inscrit chez nous. C'est un délit. Alors l'État devrait, en tout cas la justice devait se saisir
de cela et condamner fermement toutes ces personnes qui alimentent cela. Fussent-elles des hommes politiques haut placés, on devrait aujourd'hui les assigner en justice. Et tant que l'État ne le fait pas, ces gens vont continuer à alimenter cela, à le dire très clairement, très ouvertement. Et alors vous imaginez les citoyens lambda, que fera-t-il? Puisque la parole de l'homme politique est prise comme parole d'évangile ou comme vérité absolue, les simples citoyens ou les citoyens lambda va se saisir de cette parole et va croire à ces fausses vérités et va devenir demain raciste et commettre des actes irrépréhensibles, des actes même de violence. Donc c'est vraiment, nous devons faire très attention. Maintenant, l'Europe qui a besoin de se consolider, a besoin de tous ses enfants, a besoin de tous les citoyens qui composent cette Europe, que ces citoyens viennent d'Afrique, que ces citoyens viennent d'Amérique ou d'Europe ou d'ailleurs, à partir du moment où les gens ont fait les choix d'un pays, de vivre et même d'y contribuer, donc ces gens ont toute leur place. Donc c'est à nous, démocrates, de pouvoir aujourd'hui venir avec un autre discours antiraciste et dénoncer ces faits-là. Si nous taisons en tant que démocrates, nous contribuons à la montée de populisme et nous contribuons en fait à ces racismes et là on devient complice. Et moi je ne peux pas être complice, c'est pour cela que je dis qu'il faut dénoncer ces faits. Il faut dénoncer ces faits. Il faut que le gouvernement français dénonce ces faits. Il faut que le gouvernement français, dans son entièreté, soutienne Madame Ndiaye. Il faut que les parlementaires français soutiennent Madame Ndiaye. Il faut que les parlementaires européens soutiennent Madame Ndiaye et toutes les personnes d'origine étrangère qui s'investissent dans la politique européenne ou même dans la société tout simplement européenne. Parce que nous y contribuons. Nous payons les impôts. Nous travaillons. Je vous ai dit, Madame Lisbeth Ndiaye est parmi les personnes qui ont fait que M. Macron soit à l'Élysée aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle ne peut pas accéder à ces postes? Donc, c'est aux démocrates de pouvoir combattre ces phénomènes qui est un fléau pour la société. Écoutez, madame, en tant que médias, nous sommes adhérents par rapport à ces bonnes paroles, la preuve comme quoi on a fait appel à vous de l'autre côté de la frontière, de la Belgique, pour montrer comme quoi qu'il s'agit d'un fléau qui dépasse largement la France aussi, il est en Europe, et ce fléau, il prend de l'ampleur. Est-ce que selon vous, madame, parce que tout simplement il y a un certain nombre de personnes qui le disent, est-ce que nous sommes en train de faire un retour vers les années 30? Mais moi, j'ai très peur de ça. J'ai vraiment très peur parce que quand vous regardez les discours aujourd'hui, et j'insiste bien, ces discours décomplexés du racisme, moi, ça me rappelle les discours d'un certain Hitler. C'est les discours du nazisme. La montée du nazisme, elle s'est fait comment? Elle s'est fait comme ça. Elle a commencé comme ça. Et on n'y a pas pris garde. On a dit, ok, c'est bien, c'est vrai, c'est la vérité. Et finalement, vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons eu cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec le génocide, l'extermination de tout un peuple, les peuples juifs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va s'attaquer au peuple noir, on va s'attaquer au peuple musulman, on va s'attaquer à toute personne qui est différente. Mais quand vous faites la comparaison avec ce qui s'est passé, avec le discours d'Hitler, mais c'est quasi les mêmes choses. Et moi, ça me fait peur. Alors qu'on a dit plus jamais ça, et tout le monde crie, tout le monde chante ça, surtout les démocrates. Moi, j'en veux aussi beaucoup aux démocrates, parce que on est tous en train de dire plus jamais cela, mais face à ces racistes, face à ces discours haineux, mais on s'était dans toutes les langues. Et ça, c'est dangereux. Je pense que les médias, et ce qui est dangereux encore, c'est parfois les médias et certains journalistes, des démocrates, qui alimentent cela et qui condamnent cela en disant ce genre de propos. Est-ce que, je pose la question, si ça avait été une personne, je sais pas moi, une Française de souche qui était habillée comme Madame Ndiaye, et je ne vois même pas qu'est-ce qu'elle a porté d'indécent, ou qui avait une coiffure une robe multicolore, si souvent. Multicolore. Est-ce qu'on aurait dit des propos, ce genre de propos, est-ce qu'on aurait mis sa couleur en avant, ou est-ce qu'on aurait tout simplement peut-être critiqué sa tenue? Et est-ce que nous sommes, en tant que femmes, parce que là, il n'y a pas seulement le discours raciste, il y a les discours,
anti-féminin aussi, hein. Bien sûr, sexiste. Oui. C'est de la misogynie. Voilà. Pourquoi est-ce que on devrait se conformer à ce que les hommes décident pour nous? Est-ce qu'on devait s'habiller tous ensemble? Non. Je crois que nous avons le droit, en tant que personne, de porter ce que nous voulons. Mais je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que les journalistes, je peux comprendre leur rôle de critiquer, mais pourquoi mettre l'accent sur la couleur de la personne? Oui. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est là où nous, les démocrates, nous devrions nous insurger, nous devrions nous lever pour arrêter cela, parce que je crains que si nous ne faisons rien, nous risquons de vivre ce que nos frères juifs ont vécu dans les années 40. Et ça, on ne peut, moi en tant que démocrate, je ne peux pas tolérer toute forme de racisme, que ça soit de l'islamophobie, que ça soit de la xénophobie ou tout simplement du racisme, c'est non. Je ne peux pas accepter cela. Une question concernant la Belgique, si vous le permettez. Les Belges, comment aperçoivent-ils cette montée du sexisme et cette façon de voir surtout la femme africaine, hein, dans son ensemble, musulmane ou pas, hein, qu'on soit clair, la femme africaine, est-ce qu'elle est considérée comme ici, souvent en France, une femme souvent attaquée qui doit justifier son intégration, qui doit justifier comme quoi elle est républicaine. Est-ce que c'est le cas? Ben, malheureusement, nous vivons le même phénomène dans toute l'Europe aujourd'hui. D'accord. En Belgique aussi, nous avons vécu cela et nous continuons à vivre cela. En tant que femme ou en tant que personne d'origine étrangère, nous devrions à chaque fois prouver que nous sommes soit républicains ou soit réellement intégrés, alors que nous le sommes depuis longtemps. Moi, je suis arrivée en Belgique, j'avais 11 ans. Je ne connaissais quasi pas je connaissais mon pays, mais je suis retournée à l'âge de 26 ans. Donc, je suis totalement intégrée dans ce pays, mais à chaque fois, je dois absolument montrer que je suis intégrée. À chaque fois, on doit m'envoyer dans des débats qui concernent la diversité, alors que je veux participer à d'autres débats aussi concernant la culture, concernant les finances, concernant l'économie, mais on est cantonné, chaque fois il faut qu'on nous cantonne dans des camps. Eh ben voilà, par rapport à ça, moi je m'assure, je dis non, je ne peux pas, j'ai d'autres capacités, j'ai des compétences, et je ne veux pas nécessairement qu'on me cantonne dans la diversité. Oui, je défends la diversité, mais parce que je suis issu de la diversité, et qui mieux que moi connaît les problèmes que rencontrent les gens de la diversité. Je veux bien y aller, mais à côté de cela, je veux aussi qu'on me prenne ou qu'on m'envoie dans des débats par rapport à mes compétences. Mais nous vivons ces phénomènes. C'est pour cela que j'ai lancé cette année ce que nous appelons les Belgian Diversity Awards. Ça, c'est une manière de récompenser toutes les personnes qui luttent d'une manière exceptionnelle contre le racisme et les discriminations. Donc, nous avons lancé ces trophées le 22 mars, en prélude ou dans les cadres de la Journée internationale de lutte contre le racisme. Et c'est chaque année que nous allons récompenser des entreprises, des personnalités politiques, des personnes, des citoyens qui œuvrent réellement contre le racisme et pour la diversité. Et c'est toutes les races confondues, tous les milieux socio-professionnels confondus. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour montrer que non, à un moment donné, il faut qu'on s'élève tous contre le racisme. Si on se tait et qu'on choisit des combats par rapport au racisme, eh ben, nous allons alimenter ces personnes et nous allons contribuer à ces fléaux. Et on ne peut plus aujourd'hui se taire. Et c'est pour cela que j'ai dit, il faut nécessairement que des démocrates puissent se lever contre ces fléaux. Moi, je voudrais voir des gens qui manifestent dans les rues françaises ou dans les rues de la Belgique contre ces phénomènes. Parce que je suis sûre, on aurait attaqué une autre personne, un belgo-belge ou un Français ou par rapport à ça, on aurait vu plein de réactions de la part des philosophes, de la part de journalistes. Mais aujourd'hui, ben voilà, il y a des journalistes qui attaquent et d'autres journalistes se taisent. Et ça, on ne peut pas accepter cela. Il ne faut pas une société à deux vitesses. C'est tout à fait juste et on ne se taira pas autant que radio ici sur la ville de Lyon, hein, radio pluriel, et aussi parce que là c'est une radio plurielle comme vous l'avez bien écouté madame, et c'est une émission arc-en-ciel aussi, hein, donc davantage pour dire non à la xénophobie, non à l'antisémitisme, non au racisme, non aussi à ces formes de sexisme aussi qui prend de l'ampleur. Mais il me reste une dernière question si vous le permettez madame. Oui. Vous ne croyez pas
que la laïcité, le vivre ensemble commence à connaître certaines limites vu cette réalité montante que il n'y a plus rien à démontrer par rapport à cette diversité, par rapport à leur intégration, mais aussi il n'y a plus rien à développer sur le cadre de la laïcité. Est-ce que vous croyez tout simplement que la laïcité commence à avoir ses limites et il est temps de la revoir autrement? Mais je pense que peut-être la laïcité à la française, oui, arrive peut-être à ses limites, et à un moment donné, lorsque les choses ne vont pas, il faut s'asseoir et s'interroger et revenir peut-être à d'autres points ou à d'autres éléments. Mais en France, j'entends, vous avez le grand débat, mais ce serait aussi l'occasion de soulever cette question de la laïcité à la française. Nous, aujourd'hui en Belgique, nous battons pour qu'on inscrive la laïcité de l'État dans notre constitution pour permettre en fait cette pluralité dans la vie privée, la pluralité philosophique, religieuse, mais que dans l'espace public, qu'il y ait cette neutralité par rapport à l'espace public. Mais voilà, c'est tout un débat. Il faut inscrire ce débat, il faut oser, il faut pas avoir peur de se dire voilà, on ne peut pas. Il faut tant le monde politique, les franco-français et les Français issus de l'immigration et les philosophes, tout le monde doit se mettre autour de la table pour revoir cette vivre ensemble, parce qu'il en va de la survie d'un État. Un État qui ne pratique pas le vivre ensemble est voué à l'échec. Est voué à l'échec parce que ça va entraîner des violences, et ces violences, ça va créer des clivages et ça va créer des ghettos. En Belgique, ce que nous avons réussi par rapport, en fait, au vivre ensemble, nous n'avons pas mis toutes les personnes d'origine étrangère dans ce que vous appelez des cités. Nous avons favorisé une mixité dans ce que vous appelez les HLM, les logements sociaux. Nous avons favorisé une mixité tant au niveau de la population, des races et des prétendues races, qu'au niveau socio-professionnel. Nous avons mis tout le monde ensemble pour vraiment favoriser ces vivre ensemble. Et nous évitons d'avoir des quartiers ou des cités où on place qu'ils soient des ouvriers ou des personnes d'origine étrangère. Donc voilà, je pense qu'il faudrait peut-être l'Europe est ouverte. Donc il faudra peut-être aller voir les différents modèles qui existent dans d'autres pays pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi le vivre et faire ensemble. Donc ça, c'est très important d'ouvrir ces débats en France, peut-être par rapport à la laïcité, mais en tout cas, profiter du grand débat qui se profile. Exactement, elle est bientôt finie, là. Donc, normalement, nous attendons les conclusions de M. le Président de la République par rapport à ce qui a pu être échangé durant ces plusieurs semaines. Hein. Oui, donc, oui. Mais j'espère en tout cas que la question du vivre ensemble a été évoquée, parce que si la question du vivre ensemble n'a pas été évoquée, alors là, je pense que la France aura loupé le coche. Madame Gisèle Mandela, secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées au sein de l'État belge, mais aussi ancienne adjointe du ministre des Affaires sociales, de la santé publique sous la bannière FDF. Actuellement, c'est sous la bannière Défi. Hein. On a changé de nom. Notre parti s'appelle maintenant Défi, non plus Défi, FDF. d'accord. Défi. Voilà. Un défi. Parfait. Eh ben, ça tombe bien. Madame la ministre, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, hein, et j'espère que les choses vont pouvoir évoluer en France, et en tout cas tout mon soutien à Madame Ndiaye. Merci infiniment, madame. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, madame. Au revoir.